Europe 1, 8h35, la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, Bonjour. une de vos journaux, les drapeaux roses et bleus ont ressurgi. Le Figaro, grande manifestation pacifique pour la famille. La Croix, vaste mobilisation pour la famille. La Nouvelle République, la nouvelle vague. L'Opinion, comment le PS piège la droite. Le Monde, le réveil de la France réactionnaire. Et Libération, la grande manip. La manif pour tous est absolument partout. Oui, alors une fois de plus, les commentaires reflètent les fractures françaises de plus en plus béantes. L'éditorial de Libération, par sa construction, est un modèle du genre. François Sergent ouvre son texte par l'évocation de la manifestation Jour de colère avec ses antisémites haineux, avant de préciser que bien sûr, la manifestation de dimanche est différente, mais tout de même pas tant que ça. Avant de conclure que la République est faite de ses différences et donc du respect de ses différences, mais pas des différences d'opinion visiblement. Donc, au contraire, on a dans d'autres éditoriaux des tentatives d'analyse et de nuances. Jacques Camus dans La République du Centre. Commençons par dire que la manif pour tous d'hier était autre chose que le rassemblement d'une France réac emmitouflée dans son conservatisme. Elle n'avait non plus rien à voir avec cet indigne jour de colère d'il y a une semaine, auquel on a tellement voulu l'assimiler pour la discréditer du côté du pouvoir. Raymond Courreau dans l'Alsace. François Hollande et Jean-Marc Ayrault oublient un peu vite que s'ils ont été élus à gauche, ils représentent tous les citoyens, réac ou pas. Dans l'Opinion, journal libéral et volontiers libertaire, Raphaël Proust et Nathalie Segoun analysent ce qu'ils désignent au contraire comme une instrumentalisation des valeurs libérales par la droite moraliste quand elle plaide pour une non-ingérence de l'État dans l'éducation des enfants. Et dans une interview, Luc Ferry rappelle les fondements idéologiques des gender studies à travers l'idée d'une différence homme-femme fondée essentiellement sur l'acquis et finissant parfois par nier toute part innée. Mais pour lui, ce qui est à l'œuvre à l'école n'a rien à voir avec cette théorie des genres. Sur le site Atlantico, au contraire, Damien Leguet montre comment le combat actuel contre les stéréotypes de genre dépasse selon lui largement le simple enseignement de l'égalité homme-femme. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux garçons qu'il n'y a pas que les filles qui pleurent et qu'elles peuvent devenir pompiers ou ingénieurs. Considérer, écrit-il, que des enfants de 6 ans, sur leur dessin, quand ils mettent des jupes aux filles et des jeans aux garçons, sont dominés par des stéréotypes négatifs contre lesquels il faut lutter, voilà qui introduit une drôle de conception des discriminations. Oui, sauf à considérer que dessiner des filles en jupe et des garçons en pantalon conduit forcément à confiner les femmes à la cuisine, voire à défendre la prostitution, les violences conjugales, etc. Les enfants, Natacha, en avoir ou pas? Mais oui, puisqu'on parle de la famille et de ce qu'elle transmet aux enfants, vous pouvez vous plonger dans le dossier du magazine Clé qui pose cette question cruciale. Pourquoi faire des enfants? Alors vous savez, face au mouvement No Kids porté par des femmes qui en font une revendication de liberté, face surtout au contraire à l'explosion du désir d'enfant chez les célibataires, les homosexuels, et le magazine confronte les points de vue. Alors on pourra regretter pourtant qu'un tel dossier n'aborde pas la dimension la plus essentielle, celle de la transmission, celle qui se fait au sein de la famille, celle qu'impose l'État à travers l'école de la République, parce que c'est bien ça le cœur du débat qui nous occupe. Alors les enfants, quand ils grandissent, ils deviennent des adolescents et ça pose la question de leur sexualité. Oui, et là, on ouvre le magazine Elle cette semaine et on lit un article terrifiant sur la sexualité au collège. Et même si Isabelle Duriez précise que les rapports sexuels avant 15 ans restent rares, les récits de fellation contre un portable volé, de vidéos qu'on envoie sur le net, de filles victimes de chantage sont effarants. Pourtant, ce sont ceux d'un livre, Enfants perdus, enquête à la brigade des mineurs, écrit par une ancienne enseignante. On y trouve le rôle d'Internet, des réseaux sociaux qui est souligné, les codes du porno qui sont parfaitement intégrés par ces jeunes et l'image du corps qui est comme extérieure à eux. Alors face à cela, les gentils discours sur la déconstruction des stéréotypes de genre semblent totalement à côté de la plaque. Bon, il paraît que vous nous emmenez au restaurant, dans des bons restaurants, semble-t-il? Non, justement, pour éduquer les enfants, il va falloir éviter de les emmener dans les restaurants étoilés promoteurs de cuisine moléculaire. Le site du Huffington Post nous apprend que le restaurant Fat Duck, classé pendant des années comme le meilleur restaurant du monde, a encore envoyé 24 clients à l'hôpital. Je dis encore parce que c'est la deuxième fois pour celui-ci. Après El Bulli et Noma, les deux autres restaurants qui ont trusté la première place du classement depuis 10 ans, qui eux aussi donc, avaient été victimes officiellement d'un norovirus. Bref, une gastro-entérite, quoi. Alors, si elle se transmettait aussi facilement, la gastro, aller au resto serait quand même une pratique à risque, honnêtement. Mais les fans de cuisine moléculaire préfèrent le ridicule d'être sale plutôt que l'aveu que les additifs chimiques qu'ils emploient font des gros dégâts. On termine avec un tour sur le site atlantico.fr. Oui, le site Atlantico nous apprend qu'un neuroscientifique a comparé par hasard le scan d'un cerveau qu'il étudiait pour une prédisposition à la maladie d'Alzheimer avec celui de tueurs psychopathes. Et les similitudes étaient frappantes.
Or, le cerveau en question était le sien. Alors sa mère lui a appris que, en fait, il était un enfant très inquiétant, que certains parents ne voulaient pas que leur progéniture joue avec lui. Conclusion de son étude, il a bien une prédisposition à la froideur, à l'absence d'empathie. Et s'il n'avait pas été aussi entouré par les siens, il aurait sans doute fini tueur. Une manière de réconcilier les tenants de l'inné et ceux de l'acquis, finalement. Et la boucle est bouclée avec Natacha Polony, qu'on retrouve tous les matins à 8h35 sur Europe 1 pour la revue de presse.